Donc, ça nous amène à notre prochain sujet. Puis je vous en ai parlé un peu en début d'émission. De toute façon, c'est le gros sujet fort présentement. L'arrivée, le départ, dans le fond, de Fitzgibbon, qui est en train de scraper les plans de la CAQ pour la rentrée, mais plus que juste un peu, là, OK? En même temps, ils nous ont dit hier à TV que c'est François qui, de son côté, a dit « Ah, non, non, Fitz, tu vas t'en aller. » Écoute, s'il est si bon et s'il est si super ministre que ça, là, t'es supposé garder le plus longtemps possible ses conseils. Fait que garde-les jusqu'aux fêtes. Non, non, on l'a flushé tout de suite. Ça, c'est de l'interne en politique. Des fois, on nous dit des choses, puis on n'est pas obligé de tout croire ce qu'ils nous disent. OK? Sauf que ça cause tout un branle-bas de combat au niveau de la politique québécoise en cours présentement. On en parlait hier, on en parlait avec Guy Larouche, l'ancien maire de Robertval. Et, entre autres, ça démontre beaucoup la faiblesse du caucus actuel où il n'y aura pas de grand remaniement ministériel, où on n'aurait pas en profité pour rentrer d'autres mondes dans le shop. Mais non, on va garder le monde en place. En tout cas, ils sont en train de finaliser cette portion-là. Mais d'un point de vue énergie, c'est grave et je suis persuadé que ça pourrait même être la fin de Nordvolt dans l'histoire. J'en suis persuadé. Nordvolt qui, le Québec a donné sur le jeu de Monopoly, là, le Passe-Go réclame 200, plus le 500$ de stationnement, là, il a donné ça dans 2 coups de dé. T'sais, arrange-toi avec ça, mon grand. Mais Nordvolt, ça boite présentement à travers le monde au grand complet. Il y a quelqu'un à qui je parlais régulièrement, bon, une fois de temps en temps à la radio, régulièrement quand je parlais de ces sujets-là, qui a accepté de nous parler ce matin. Elle est chef de Climat Québec et elle a beaucoup d'expérience, entre autres en énergie et en politique. On accueille ce matin Martine Ouellette qui est avec nous. Martine, bon matin. Bon matin. Comment vas-tu? Ça va très bien. Retour de vacances, tout s'est bien passé? Ben oui, retour d'un petit 10 jours de vacances. Super, super vacances. Le soleil a été au rendez-vous, donc numéro 1, en pleine forme. Tu rentres dans le bain assez raide, hein? Tu reviens, là, puis tu peux pas dire « Ah, je vais rentrer tranquillement au bureau avec mon café, me regarder ce qui se passe. » Les dossiers t'ont tombé d'en face avant même que tu veuilles leur toucher, hein? Oui, j'ai même eu les appels avant le retour de vacances. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Donc, on va commencer par parler du départ de Fitzgibbon. Je comprends que ça, c'est un peu du réchauffé. Ça fait 48 heures de ça, mais quand même, c'est notre point de départ de conversation parce que tu étais très à l'interne dans toute l'histoire, très près d'Hydro-Québec. Tu as été ministre dans le passé. Ça te dit quoi, toi, le départ de Fitzgibbon, premièrement? En fait, pour moi, c'est clair que les raisons qu'ils nous donnent, ça ne tient pas la route, là. C'est du beau blabla politique, là. La Oui. vraie raison, on ne le sait pas, parce que c'est très surprenant qu'ils partent avant l'adoption du projet de loi 69, qui est son bébé, qui est un projet de loi de privatisation de l'électricité pure et simple. Là, ça n'a pas de bon sens, ce projet de loi-là, mais quand même, lui, il tient beaucoup. Mais en fait, c'est une assez bonne nouvelle pour les finances publiques du Québec, hein? Comment explique-moi ça? Pourquoi? Parce que ce gars-là, il a dilapidé, il a siphonné les fonds publics avec des projets qui n'ont pas de foutu de bon sens. Puis il savait au départ, prenons juste Nordvolt, là. Oui. Nordvolt, là, c'est une start-up. Oui. Donc, elle a une seule usine en opération en Suède. Mm-hmm. Et cette usine-là, ça ne va pas bien. Il était censé être 100% de production en 2023. Là, il l'annonce pour 2026. Fait que c'est peut-être 2026. Et Fitzgibbon, avec la CAQ, décide, eux autres, de dire on va mettre 7,3 milliards là-dedans. Ben voyons donc. Je veux dire, c'est du gros n'importe quoi. Il joue avec l'argent des Québécois. Ça paraît que c'est pas son argent. Il ferait pas ça avec son argent avec lui. Je peux vous le garantir, là. Hein? Fait qu'il joue avec l'argent des Québécois. Fait que pour les C'est finances facile. publiques, ben c'est facile, C'est c'est pas son facile dans argent. ce Lui, il va rien C'est perdre. ça. Hein? C'est facile. Mais pour le bien commun puis pour les finances publiques du Québec, c'est une super bonne nouvelle. Puis, il y a pas juste Nordvolt, il y a Test Canada aussi en Mauricie. Ce projet-là, c'est une aberration de A à Z. Là, tu m'apprends de quoi de nouveau, là? C'est quoi Test Canada? Je ne l'ai pas vu passer nulle part, celui-là. Bon, Test Canada, c'est en fait, on dit Test Canada, mais on pourrait dire Power Corporation. C'est Power Corporation qui est en arrière de ça. OK. C'est un projet
d'hydrogène, qu'eux autres, ils disent vert, mais c'est pas vert pantoute parce que c'est une aberration énergétique, c'est du gaspillage énergétique. Tu gaspilles de l'énergie à transformer l'électricité en hydrogène, puis après ça, en gaz réformé, pour après ça, éventuellement, chauffer des usines, chauffer des maisons. Tu OK, on est, perds dans toute ton équation énergétique. Puis pour on est dans ça, la vertu, on est dans la vertu là-dedans. Là. on est dans le greenwashing, l'éco-blanchiment là, total. Oui. Et ce projet-là, ça a même été un peu sous-entendu même par le directeur général, qui est un ancien de Power Corporation, que ça ne fonctionnerait pas sans subvention. Fait qu'encore là, ça va prendre des grosses subventions pour faire cet hydrogène-là pas vert pantoute, puis avec plein d'électricité du Québec, puis de la privatisation parce qu'ils veulent se faire ça complètement privé. Le projet de loi 69, là, c'est en particulier pour légitimer Test Canada. Hein? Donc, OK. c'est une autre aberration. Après ça, lui, il a laissé partir le siège social de Héroux Deftech, qui en a pas de problème. Puis il nous compte des bobards quand il nous dit ah, c'est pas une mauvaise nouvelle, le retard de Nordvolt de 18 mois. Hey, de quoi tu parles? C'est une catastrophe. Il nous disait au début qu'il fallait pas faire de BAP. On était tellement pressés parce que les clients étaient tellement pressés. Il fallait arriver vite, vite, vite avec ces technologies-là. Donc là, il fallait tout bulldozer. C'est le cas de le dire, hein? Puis là, Oui, tout c'est ce d'un qu'on a fait. coup, 18 mois, il n'y a pas de problème. Mais là, il ne faut pas faire de BAP, même si on a 18 mois devant nous. Donc, tu sais, les gens disent beaucoup ah, on l'aime parce qu'il n'y a pas la langue de bois. Moi, je suis assez surprise de ce commentaire-là. Il n'y a peut-être pas la langue de bois parce qu'il y a des propos très frontales, mais il y a la langue fourchue en Titi, par exemple. Fait que, C'est bon. il ne nous dit pas la vérité. Puis Ouais. il sait, parce qu'il est brillant, ce gars-là. Là. On va se le donner, là, il est brillant. Donc, puis là, ben, on peut dire que c'est un loner, hein? Parce que S'il est par capable politique. de s'il est capable de manipuler l'argent du Québec qui n'est pas la sienne comme il l'a fait, c'est effectivement parce qu'il est très brillant. Et politiquement, là, la décision de dire, puis de faire le petit chantage, le chantage avec le premier ministre, ah, moi je veux partir au mois de décembre, puis blabla. Et quand tu as une fonction élue par les électeurs, tu as un mandat de 4 ans. C'est Mhm. ça le contrat. Puis lui, il veut déchirer ce contrat-là en cours de route parce que, oh, monsieur, ça ne tente plus, là. Il est moins motivé qu'avant. Ben, voyons donc. C'est quoi ça? Et là, de partir à ce stade-ci, en termes de la CAQ, c'est supposé d'être une équipe, là. Oui. Je veux dire, c'est un loner. Il met son équipe dans le trouble, là. Hein? C'est comme un joueur des Canadiens qui s'en va compter dans son propre but. Tu dis, ben voyons, tu sais, ça se peut pas, Ouais. là. Hein? Ben là, c'est ça qu'il fait, là. Pour Il est Nordvolt, pour Nordvolt. est-ce que. Moi, je sais pas. C'est un instinct que j'ai. Puis écoute, j'ai pas de bac en économie, mais je suis un observateur de l'actualité jour après jour. Puis on dirait que je vois dans ma boule de cristal ramassée à Salem dans mes vacances il y a un mois, on dirait que je vois que ça va continuer à faire boiter le dossier davantage et peut-être même en bout de ligne d'ici un 8, 12, 16, 18 mois, signer l'arrêt de mort du projet du fait que Fitzgibbon ait quitté parce que j'ai l'impression que c'est lui qui poussait vraiment le dossier puis qu'un François Legault pourrait décider de mettre ça sur son dos puis de tirer à la plug sur le projet. Qu'en penses-tu de ça? Ben effectivement, pourrait mettre ça sur son dos pour tirer la plug du projet, mais ça n'a rien à voir avec son départ, que Nordvolt va pas bien ou que le Non, projet non, va pas non. bien. Non, non, Donc, effectivement. tu sais, fait que qu'il soit resté ou pas, ce projet-là, il était mal aligné dès le départ. Fitzgibbon puis la CAQ n'ont pas fait leur devoir comme faut. Volontairement ou involontairement, je ne sais pas, mais comme je pense qu'ils sont brillants, je pense que c'est volontairement. Donc, je veux dire, ça avait pas, dès le début, là, de garrocher 7,3 milliards à une start-up comme celle-là qui n'avait pas fait ses preuves, avec une technologie qui évolue extrêmement rapidement, les Chinois qui embarquent dans le marché. Là, tout d'un coup, tout d'un coup, on dit les Chinois embarquent dans le marché, puis là, le marché, c'est plus compliqué. Et on le savait que les Chinois s'en venaient, là. On le savait, là. Fait que, puis toutes ces informations-là étaient publiques, là. Donc, je veux dire, ça a été une décision qui a été prise pour des intérêts particuliers, je vais dire ça comme ça, mais pas pour le bien commun, pas pour le développement économique collectif, mais pour l'enrichissement d'intérêts particuliers. Et donc, peu importe
le départ ou non de Fitzgibbon, ce projet-là, ça va très mal. Je veux dire, ils concentrent tous leurs efforts en Suède parce que leur usine, là, elle ne performe pas pantoute. 3 ans de retard sur l'ouverture d'une usine de plusieurs milliards de dollars, là. Je veux dire, les actionnaires, là, ils doivent là, commencer à la trouver pas drôle, là. Rappelle-nous ton poste que tu avais à Hydro-Québec dans le temps. Ben Tu moi, faisais quoi? j'ai été plusieurs années, là, le plus longtemps avec les grandes entreprises. Donc, j'étais chef efficacité énergétique et chef mine métallurgie fabrication. Donc, je m'occupais de tous les programmes d'efficacité énergétique pour les 350 plus gros clients d'Hydro-Québec. Dans le jargon, on appelle ça les 5 mégawatts et plus, dont Alcan et maintenant Rio Tinto. Et aussi de toute la relation commerciale avec mines, métallurgie, fabrication, donc toutes les mines, les alumineries et les usines de fabrication de 5 mégawatts et plus. Tu penses quoi à ce moment-là de... actuellement, ça se passe à Rimouski avec le GO et la CAQ qui nous dit hier, en profite pour clencher tout de suite puis nous dire, bon, Énergir qui va recevoir encore une fois de grandes subventions pour construire, entre autres, un nouveau parc éolien. Dans le fond, là, on tombe d'une certaine façon dans le privé sur cet aspect-là avec Énergir. Et uniquement, dernièrement, ce qu'on entend parler quand on parle de développement électrique au Québec, 100% des projets ne sont qu'éoliens dans une électricité qui veut pas, dans la production d'électricité, qui manque de fiabilité au niveau de l'éolien. Peut compléter un parc électrique, c'est parfait, mais en bout de ligne, manque de fiabilité. Quand ils vendent pas, ils vendent pas. Ça roule pas, la patente. Puis 100% des projets s'en vont vers l'éolien présentement. Tu vois ça comment? Ben moi, je pense qu'actuellement, c'est une stratégie d'acceptabilité sociale. Il commence la privatisation qui a été entamée par Lucien Bouchard, mais là, il l'intensifie de l'éolien. Il y a l'IREC, l'Institut de recherche en économie contemporaine, qui a fait une étude qui a dit ça, là, le privé dans l'éolien, là, ça a coûté collectivement aux Québécois 6 milliards de dollars. C'est pas rien, Oui, là. Puis oui. Énergir, là, tu regarderas dans l'ensemble des décisions, c'est toujours le gagnant des différentes décisions gouvernementales. Moi, je le dis souvent, là, le lobby le plus souterrain, mais le plus efficace. Rio Tinto, un lobby très présent, résolu, très présent, mais Énergir, souterrain, c'est le plus efficace du Québec. Il réussit toujours à tirer son épingle du jeu parce qu'ils sont partout, pas dans le registre des lobbyistes, là, à la tête d'Hydro-Québec. Hein. On a eu Sophie Brochu. Ils ont été à la tête aussi de la Caisse de dépôt et de placement avec l'ancien PDG d'Énergie Gaz Métro Tessier. Et d'ailleurs, qui est rendu à Test Canada parce que tout est dans tout. Le problème de tout le développement énergétique actuellement, Je vois là, tu sais, ton cercle qui part, qui revient, Power Corp, les démarrais. quand ça marche comme un canard, quand ça crie comme un canard, ben, quand c'est jaune comme un canard, ça a l'air d'un canard. Hein? Donc, Oui, oui, c'est ça qui est ça. Hein? Mais oui. là, le problème dans tout le développement énergétique qu'on a au Québec, puis malheureusement, dans les médias, je ne vois pas cette analyse critique-là. Tout le monde dit on va manquer d'énergie, il faut construire, comment qu'on va faire pour faire tous les investissements? Ben non. Le manquer d'énergie, là, ça a été construit de toutes pièces. Ils ont fait Ben oui. venir les carnivores de la planète ici. Moi, quand j'étais chez Hydro-Québec, les databases, là, les centres de données, là, j'accueillais les nouveaux clients. Ça faisait partie de ma job. Là. OK. On leur disait non, parce que tu n'as pas de valeur ajoutée pour le Québec. Notre électricité est trop précieuse. Même au prix du tarif L, là, c'est pas assez cher pour toi parce que ce prix-là, dans le fond, ça veut dire qu'il y a des retombées. On le garde pour les entreprises qui ont des retombées en emploi, en développement économique, en fournisseurs, en sous-traitants, tout ça. La database, ils n'ont pas ça pantoute. Eux autres, ils en ont fait venir crypto-monnaie, tout ça. C'est hallucinant. Et dans le fond, tous les mégawatts qu'ils veulent faire construire, c'est pas pour la décarbonation et la transition énergétique. C'est pour ces carnivores-là qui ont fait venir. Puis pour exporter aux États-Unis, exportation à perte. On va vendre moins cher que ce que ça va nous coûter de construire le prochain kilowattheure.
On vient de re-signer le contrat avec Maine et Vermont là, à 2,9 cents, je pense. L'éolien coûte à peu près 11 cents à faire. Là. Puis toutes les prochaines constructions, là, c'est même Sophie Brochu qui le dit, là, que ce soit de l'hydraulique, elle estime autour en moyenne de 11 cents le kilowattheure. Les deux contrats avec New York et le Massachusetts, là, c'est autour de 7 cents qui vendent. Ben, on en perd 4 à chaque livraison. Puis on n'a pas commencé les livraisons. Fait que ça serait le temps de le résilier, ce contrat-là. Là. Puis ça ferait Oui. déjà un 20 mégawatts, pas un 20 térawattheures comme ça qu'on vient de récupérer. Fait que leur supposé manque d'énergie pour la décarbonation, c'est de la désinformation. C'est pour ça que je dis un petit peu que Fitzgibbon, qui n'arrête pas de répéter ça, il a un peu la langue fourchue parce que c'est pas vrai. Puis il le sait. Oui. OK. Parlions, c'est justement ça. OK, c'est un pléonasme. Parlons de Lyon, oui, c'est ça un peu qui, dans l'histoire, à travers ça, parce que on est on est dans la même pointe de tarte présentement. Là. On parle de projets semi-électriques qui se développent, de Fitzgibbon qui s'en mêle beaucoup. Puis là, dans ce cas-ci, dans le cas de Lyon, on parle d'un projet qui le gouvernement du Québec, même s'il impose les compagnies de transport scolaire à acheter leurs véhicules de Lyon, est obligé de réinjecter un autre 7,5 millions la semaine passée, ou en tout cas, le chèque, je ne sais pas quand est-ce qu'il va se faire, il doit être dans le mal, pour que l'entreprise puisse survivre, même s'ils ont fait à peu près 225 mises à pied au cours de la dernière année. Là. C'est un autre gage de succès qui est loin d'être là, selon moi. Oui, mais Lyon, c'est un peu différent. Lyon, moi, je l'ai assez bien connu parce que c'est quand j'étais ministre des Ressources naturelles que j'ai financé un projet de faire le projet pilote de l'autobus électrique. Okay. Lyon, c'est une entreprise québécoise qui est établie à Saint-Jérôme depuis longtemps et qui était dans le transport scolaire et qui ont travaillé avec une petite firme de génie conseil à électrifier l'autobus. Ils ont fait Attends un ça. peu. Lyon faisait des autobus à gaz? Oui. J'en ai jamais vu. Moi, j'ai toujours vu les Girardins, les Thomas. J'avais jamais vu d'autobus Lyon. Je savais même pas que ça existait avant que tu me dises ça là. Je sais pas comment ils les marketaient, là, mais moi, quand je suis allée dans l'usine, c'était des autobus à gaz qui avaient transformé en autobus électriques. C'est un OK. projet pilote. Donc, on est allé dans cette usine-là, financer le projet pilote avec quand même un assez petit montant, là, En quelle année, ça? en 2013. OK. Alors que Lyon avait réussi à électrifier les autobus scolaires, on avait des problèmes avec Novabus, puis je me rappelle plus les chiffres exacts, là, mais autour de 600 000 qui avaient été donnés là, en subvention pour le projet pilote. Novabus, après plus de 30 millions de subventions, n'avait pas encore électrifié les autobus de la ville. Fait que moi, je me Ouais, disais, c'est ça. c'est quand même, ils ont une belle réussite technologique. Ils l'ont implanté, les commissions scolaires ont acheté leurs autobus, puis quand même, ça fonctionne alors que plusieurs étaient sceptiques. Mais là, Lyon a grossi. Lyon a décidé d'aller dans le marché des camions. Lyon a décidé aussi d'aller en bourse. Quand tu choisis d'aller en bourse, puis c'est assez récent, là, je pense que j'ai validé le 2021, quand tu choisis d'aller en bourse, là, c'est plus toi tout à fait qui décide dans ton usine, hein? C'est les actionnaires qui veulent du rendement. Puis c'est le rendement qui prime avant tout. Avant la vision à moyen puis à long terme, c'est le rendement à court terme. Donc là, ils sont pognés dans cette dynamique-là et ils ont grossi très vite. Peut-être un peu trop vite, Ouais. avec tous les carnets de commandes puis les constructions de projets d'usines aux États-Unis. Fait que beaucoup, beaucoup de capitaux en même temps et dans des marchés nouveaux. Le marché des camions, ce n'est pas le marché des autobus scolaires. Le marché des autobus scolaires, c'est un marché institutionnel. C'est pas du tout la même dynamique que le marché des camions, qui est un marché de business privé. Donc, là, ils se sont retrouvés là-dedans avec des projets, puis comme l'électrification des transports est très, très dépendante de la volonté gouvernementale, parce qu'on va se le dire, un autobus électrique coûte à l'achat plus cher qu'un autobus à essence. Donc, ça prend une volonté Hi. gouvernementale. Dans certains cas, ça prend des subventions. Là, on voit que c'est le fédéral. Le fédéral, avec leur paperasse, là, bureaucratie à pu finir, là, ben, fait en sorte que 50 autobus ont été en retard au début de l'année 2023. Puis là, ça a commencé le plongeon.
d'autobus Lyon parce que là, tu as un problème de cash flow, puis tu as besoin d'avoir, même s'ils ont les équipements, ils ont tout le matériel, mais s'ils n'ont pas le cash flow, et donc là, ils sont dépendants de ça. Il y a Amazon aussi qui devait acheter plus, qui a acheté moins, qui a de l'air d'avoir acheté plus de la compagnie californienne, mais ça, c'est complètement un autre marché. Donc, moi, je dirais que Autobus Lyon, c'est vraiment différent. Puis on parle pas du tout des mêmes montants qu'un Nordvolt. Là, on n'est pas dans les Ah non, 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 milliards. il n'y a pas d'un milliard. On n'est pas dans les milliards de dollars. Là. On Moi, semble quand même pas être dans les succès, là. Moi, je le vois pas non, comme un succès, là. malheureusement. Mais non, malheureusement. Puis je suis très triste parce que c'était une belle, euh, une belle avancée, un beau développement pour Lyon, cette électrification-là. Mais là, c'est comme si on grossit trop vite, sont peut-être allés trop rapidement public. Puis c'est ça, quand tu vas public, ben il y en a une couple là, qui vont faire bien de l'argent avec les actions qui sont émises publiquement, mais après ça, tu as le dictat toujours du rendement à très court terme au détriment du moyen puis du long terme. En terminant, dernier sujet que je voulais jaser avec toi ce matin, c'est au niveau du fameux 2035. Puis ça, c'est si jamais la CAQ reste au pouvoir, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon, lui, veut ramener ça à 2030. Là, tu sais. Je veux revenir là-dessus parce que je veux savoir à quel point, toi, dans ton côté, tu es consciente de, exemple, comment nous, on vit en région. Tu sais, comme moi, je vois comme il y a deux Québec. Là, tu as le Québec on va dire, la ville de Québec et Montréal, qui, d'une certaine façon, font partie de la grande ville, et les régions autour, l'agglomération autour, puis le restant du Québec, où nous, ici, on a des véhicules, des Ford F-150, des Dodge Ram, on a notre roulotte qu'on transporte puis qu'on va faire du voyage. On s'en va dans notre chalet, dans le bois, à 2 heures au nord, en amenant nos skidoo, puis des fois l'été, les sidous. Je trouve que quand on parle de ça, on oublie les régions du Québec. Et moi, ça me dit que on est dans l'utopie et que ça ne pourra pas se produire, ce type de projet-là. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses en tant que chef de Climat Québec. Je connais bien les régions, je me suis promenée beaucoup, je suis très consciente de ce que ça veut dire et que c'est deux dynamiques complètement différentes. Moi, dans tout ce que j'entends, là, c'est du blablabla. Parce que si tu veux réduire la consommation d'essence, avant même de penser à l'électrification des transports, c'est le transport collectif. Transport collectif, c'est sûr, dans les grandes villes, mais même en région. Moi, je suis allée à Rimouski, là. Puis à Rimouski, ils ont développé un transport collectif, puis ils pourraient en faire plus, Oui. adapté à leurs besoins. Fait qu'il y a moyen d'en faire plus. Et si on veut faire de la décarbonation, ça sert à rien de culpabiliser les gens. Il faut commencer par enlever le pétrole puis le gaz des usines puis des bâtiments. C'est là qu'il faut agir. Et moi, Oui. je ne crois pas au bâton pour les véhicules. Moi, je pense qu'il faut que ça soit accessible. Si le prix des véhicules est trop élevé, si les bornes de recharge sont pas là, si l'autonomie n'est pas là, on peut pas forcer ça dans la gorge des gens, ça n'a pas de sens. Tu parles de Rimouski, c'est pour ça que j'ai pris mon téléphone. La population de Rimouski en 2022 est de quand même 50 036 personnes. Fait que tu sais, c'est quand même, d'un point de vue régional, une très grande ville. Il y a, tu sais, il y a du côté de Chicoutimi qui a un système de transport en commun, Rimouski aussi. Mais quand, exemple, tu prends autour du lac ou autour du lac au grand complet, il y a moins de 100 000 personnes, puis tu en as 10 000 par ville, 10 000 à Saint-Fé, 10 000, on arrondit parce qu'il y en a moins que ça, mais ça paraît bien, 10 000 à Saint-Fé, 10 000 à Roberval, 13 000 à Dolbeau. Implanter le transport en commun, c'est à la base une idée qui, sur papier, peut sembler super intéressante, mais d'appliquer ça dans le quotidien, c'est pas facile. Non, mais quand on dit là, le transport collectif, c'est pas juste, on pense autobus, là, mais c'est pas ça. Là. Ça peut être ce qu'on appelle communauté, des autos en libre-service. Ça pourrait être des pick-up en libre-service. Ça peut être que tout le monde ne soit pas obligé de toujours avoir et du covoiturage. Mais je comprends qu'en région, c'est pas la solution. Il va falloir qu'il y ait une diminution du prix des voitures électriques. Il va falloir que aussi qu'il y ait des stations de recharge qui soient beaucoup plus accessibles, ce qui n'est pas le cas actuellement. En Suède, là, pendant longtemps, je n'ai pas regardé dernièrement, mais moi, quand j'étais allée autour de 2015-2016, la recharge était gratuite sur les bornes municipales dans la rue.
La recharge Oh! était gratuite pour favoriser l'électrification, donc pendant Mhm. un certain temps. Donc, ils ont vraiment mis de l'avant différentes mesures. Il faut que pour le citoyen, ça ne lui coûte pas plus cher, sinon ça n'a pas de bon sens. Mais de focusser sur les voitures et de mettre en opposition les urbains et les régions, je trouve ça très malsain. Moi, je pense pas que le focus doit se faire là. Sortons le gaz de nos maisons, sortons le gaz de nos commerces, de nos institutions en mettant de la géothermie, par exemple, de nos maisons avec la thermopompe, sortons le gaz de nos industries. Oui. Et Là, quand on aura tu le fait nommes. ce pas-là, le plus grand pas aura été fait. Continuons en même temps l'électrification des transports, mais d'une façon raisonnable, d'une façon intelligente, pas pour taper sur la tête du citoyen. Tu as nommé la géothermie. Tu sais, ça coûte une méchante beurrée de creuser sur ton terrain pour aller chercher ce que tu as besoin dans le sol. Mais une fois que c'est installé, là, c'est fini. Là. C'est gratis, c'est de l'énergie gratis, là, et C'est ça. pratiquement à part l'entretien de la machinerie. Mais remarque, c'est le coût d'aller le chercher. Là. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars que tu clenches d'une shot. Mais c'est une très belle façon. Puis on parle jamais, jamais, jamais. Tu amènes un excellent point. On parle jamais de géothermie au Québec. C'est pas tant Jamais. pour les maisons que pour les commerces et les institutions. Oui, Parce que la oui. maison, c'est un peu petit pour le coup. Effectivement, c'est pour ça que je parle plus de thermopompe pour la maison. Mais pour les commerces et les institutions, puis il faut que tu climatises autant que tu chauffes. Fait que, tu sais, chaque situation a sa solution. Fait que soyons intelligents. Et au lieu de faire du mur à mur, soyons intelligents en fonction des besoins. Voilà. Martine Ouellette, bon retour de vacances. Merci de Ben, nous avoir merci. parlé ce matin. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir. Martine Ouellette, chef de Climat Québec, que vous pouvez suivre sur les réseaux sociaux. Moi, j'adore Martine. J'adore parce que dans l'univers des politiciens, elle a un discours complètement différent des autres, ok, qui est très axé sur l'environnement. C'est sûr que dans certains dossiers, je m'entendrai pas avec Martine Ouellette, mais même le discours qu'elle a présentement, c'est sûr que certains vont dire ouais, mais Pat, c'est un backbencher, là, tu sais, plus elle s'approcherait du pouvoir, plus son discours changerait. Je m'embarque pas là-dedans. OK? Sauf que présentement, moi, j'adore parler. Je le répète, je trouve que c'est un watchdog dans l'histoire et Martine mérite beaucoup de temps de glace. La semaine passée, on a parlé à Éric Duhem, là. OK? Il y a des gens qui m'ont écrit en privé. Ils disent tabarnouche, ce gars-là est dépeinturé dans les médias. Je trouvais que son discours avait de l'allure. Moi, je suis là pour planter des petites graines. Martine Ouellette, je trouve que cette personne-là fait un excellent travail présentement parce que on l'a dépeinturé là, dans l'histoire. Elle voulait s'accrocher au pouvoir du bloc quand le bloc était fini il y a un certain nombre d'années. Là. Mais la vie avance, évolue, puis l'eau coule encore en dessous du pont. OK? Très, très important. Yves nous dit dans toute l'histoire, moi, je l'adore. OK? Je tiens à le dire. Le commentaire de Yves. Yves nous dit, oubliez pas que les autobus de Lyon polluent encore parce que le chauffage fonctionne au diesel. Effectivement, on en a parlé au cours des dernières semaines de cette histoire-là. Puis, complètement ridicule, tu sais, parce que l'autobus en tant que tel a encore un moteur diesel pour chauffer l'intérieur de l'autobus, tu sais. Fait on nous parle de vertus vertes, mais souvent, on ne prend pas le dossier au complet. Parce que ça, tu sais, tu retires, c'est facile de retirer cette équation-là du dossier. Moi, quand il fait moins 22, l'hiver, je comprends qu'il ne fait pas moins 22 en juillet, mais en juillet, l'autobus, ça ne roule pas non plus, remarque, là, en général. Là. À part pour les camps de jour, mais c'est assez minime. OK? Mais le point à travers ça, c'est que dans l'équation, volontairement, on va aller enlever l'équation de on va chercher les statistiques du moteur, puis regarder à quel point c'est économique. Mais ça, parce que c'est du chauffage, on le met pas dans la donne, tu sais. Ah, c'est pas donné, OK? Ça a été dit dernièrement. Moi, j'ai appris ça dernièrement par des chauffeurs d'autobus qui me l'ont dit directement. Mais dans toute l'histoire à TV, c'est supposé faire partie de l'équation, cette affaire-là. Voilà, on va enlever ça. Merci Yves de l'histoire. Là, on aurait pu continuer de long et en large, là. Mais on reparlera à Martine au cours des prochains jours.